On va décortiquer ensemble une affaire qui a secoué la France. Comment la mort d'un jeune homme, après une bagarre dans la rue, a pu devenir une véritable tempête politique, médiatique et numérique. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, pour y voir plus clair dans cette histoire très complexe, on va procéder par étapes. D'abord, on va poser les faits, le drame et comment il est devenu une crise. Ensuite, on se penchera sur la communication politique, qui a été un vrai sujet en soi. On verra aussi ce qui s'est passé en ligne, cette guerre numérique parallèle. Puis, on abordera le point le plus sensible, la bataille autour de la victime elle-même. Et enfin, on verra ce que tout ça nous dit des fractures de notre société. Tout commence donc à Lyon. Une conférence, une manifestation et un affrontement qui va très vite dépasser tout le monde. Reprenons la chronologie des faits, les faits bruts établis par l'enquête judiciaire. Le 12 février, une altercation très violente éclate. Quentin Desranquiers, un jeune homme de 23 ans, est très gravement blessé. Malheureusement, il décède 2 jours plus tard. Et puis, dans les jours qui suivent, 9 personnes sont mises en examen. Et c'est là que l'affaire prend une toute autre dimension, à cause des liens de certains suspects avec le monde politique. Et c'est précisément ça, le nœud du problème, ce qui va transformer ce drame en une véritable crise politique. Parmi les personnes mises en examen, on trouve un assistant parlementaire et un ex-collaborateur d'un député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud. Et pour ne rien arranger, tous les suspects sont liés à un groupe antifasciste cofondé par ce même député. D'un seul coup, on n'est plus dans le fait divers. On est dans une affaire qui implique directement un grand parti politique national. Alors, évidemment, mise en cause, le parti La France Insoumise doit absolument réagir. On va maintenant s'intéresser à leur communication de crise parce qu'elle est vite devenue une histoire dans l'histoire, un véritable cas d'école. La toute première réaction, elle est plutôt classique. C'est une condamnation, très claire, de la violence. La stratégie est simple, on condamne fermement l'acte et en même temps, on essaie de mettre de la distance entre le parti et les agresseurs. Mais très vite, on sent un changement de ton. La défense, ça ne suffit plus. On passe à la contre-attaque. Il ne s'agit plus de se justifier, mais de retourner la question et de mettre en cause la responsabilité de l'État et du gouvernement. C'est un mouvement tactique très net. Et puis il y a cette phrase, cette fameuse phrase de Jean-Luc Mélenchon, 2 mots, grande affection, qui vont mettre le feu aux poudres. Maintenir cette affection, malgré la gravité extrême des faits, ça va devenir le cœur de la polémique pendant des semaines. Et une semaine plus tard, le changement de cap est total. Le parti n'est plus du tout sur la défensive. En appelant à une riposte, il reprend la main, il fixe un nouvel agenda et il transforme une crise qu'il subissait en une cause politique à défendre. En fait, quand on met toutes ces déclarations bout à bout, on voit se dessiner une véritable stratégie, presque un manuel de communication de crise en 5 temps. 1. On condamne, mais pas trop. 2. On se présente aussi comme une victime. 3. On contre-attaque pour changer de sujet. 4. On choisit qui doit parler et surtout qui doit se taire. Et 5. On s'en prend aux médias qui dérangent. C'est une mécanique bien huilée. Mais attention, pendant que ça s'écharpait sur les plateaux télé et à l'Assemblée nationale, une autre guerre se jouait. Une guerre bien plus sournoise, bien plus brutale, sur les réseaux sociaux. Avec ses propres règles, ou plutôt son absence de règles. Ce qui s'est passé en ligne, c'est un véritable lynchage numérique. Mais un lynchage à double face. D'un côté, on a tout fait pour salir la mémoire de la victime, Quentin Desranquiers, en inventant de faux messages, en diffusant des images truquées. De l'autre côté, une véritable chasse à l'homme a été lancée pour retrouver les agresseurs. Des informations personnelles ont été balancées sur Internet, accusant parfois des gens qui n'avaient absolument rien à voir. 2 camps, les mêmes méthodes violentes. Et toute cette violence numérique, évidemment, elle a des conséquences humaines terribles. Il ne faut jamais l'oublier. Derrière les écrans, il y a des gens qui souffrent. L'avocat de la famille Desranquiers le dit très bien ici, c'est une double peine pour eux. On en arrive maintenant à la partie la plus complexe et sans doute la plus dérangeante de cette affaire. La bataille qui s'est jouée autour de l'identité même de la victime. La question n'était plus seulement qui a tué, mais qui était le tué. Et cette question est devenue la vraie ligne de fracture de toute l'affaire. Au fond, ça nous interroge tous. Est-ce que les idées de quelqu'un, même les plus nauséabondes, peuvent, d'une manière ou d'une autre, justifier sa mort? Est-ce que ça rend le crime moins grave? Ce slogan il est d'une brutalité, mais il dit tout. Il résume parfaitement la stratégie d'une partie du camp antifasciste, disqualifier la victime. En le traitant de nazi, l'idée c'est de dire qu'il ne mérite ni les larmes ni la justice. C'est une tentative de lui retirer son statut même de victime. Au milieu de tout ça, une enquête de Mediapart a jeté un énorme pavé dans la mare. Le journal a affirmé avoir retrouvé des milliers de messages racistes, antisémites, néo-nazis, publiés par la victime. D'un côté, ces révélations évidemment nourrissent le débat, mais de l'autre, l'enquête a été très critiquée, notamment par la famille qui a parlé de lynchage médiatique en questionnant le timing et les méthodes.
Et c'est là qu'on touche à un point absolument fondamental et même très dangereux. C'est l'idée qu'il y aurait des bonnes et des mauvaises victimes, qu'avant d'avoir droit à la protection de la loi et à la compassion, une victime devrait d'abord être qualifiée, en gros présenter un CV impeccable. C'est une logique qui remet en cause l'idée même d'une justice égale pour tous. En fin de compte, cette affaire, c'est comme un produit chimique qu'on aurait versé sur une photo. D'un seul coup, elle a fait apparaître toutes les fissures, toutes les fractures qui parcourent notre société. Et ces fractures, on peut en identifier au moins 5. Une fracture au sein même de la gauche sur la question de la violence. Une autre entre la logique militante et l'état de droit. Il y a aussi ces accusations permanentes de 2 poids 2 mesures dans les médias. On a vu la violence inouïe de la fracture numérique. Et enfin, on a assisté à une brutalisation du débat, même au plus haut sommet de l'État. Pour finir, cette phrase de l'avocat de la famille. Elle est terrible, mais elle remet tout en perspective. Elle nous rappelle qu'au-delà du cirque politique et numérique, il y a la question de l'honneur d'un mort et de la douleur d'une famille. Et ça nous laisse avec une interrogation pour nous tous. Dans un débat public aussi hystérique, comment fait-on pour protéger à la fois la recherche de la vérité, le travail de la justice et tout simplement la dignité humaine ?